Hello, hello, Emmanuel. Je suis ravie, Hello, je suis ravie de t'accueillir sur ce podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation, en tout cas. Comment tu vas? Hello Aurélia, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie d'être là. Et écoute, je vais très bien. On est en pleine prépa de la rentrée. J'adore cette période de l'année. Oui, voilà, à l'heure où on filme, où on tourne ce podcast, on est vraiment fin août, voilà, pour le coup, donc c'est bientôt la rentrée, effectivement. Donc Emmanuel, toi, tu accompagnes des CM, donc des community managers, des social media managers, des content managers, des consultants en communication. Donc je vais te laisser te présenter, nous dire qui tu es et ce que tu fais. Oui, effectivement. Donc, je m'appelle Emmanuelle Patry. J'ai fondé en 2019 Social Media Lab, qui est une société de formation et de conseil spécialisée pour les professionnels de la communication. Au tout début de l'entreprise, je travaillais comme consultante pour des médias, France Télé, des radios, etc. Et après, petit à petit, on a évolué vers la formation. Et aujourd'hui, on forme des community managers, des social media managers freelance et on les met en relation avec des entreprises également. D'accord. Et justement, pour les novices, hein, pour ceux qui connaissent pas tous ces métiers du digital, pardon, alors il y a CM, donc Community Manager, Social Media Manager, Content Manager. C'est quoi la différence entre ces trois fonctions? Alors souvent, c'est vrai que c'est un peu mélangé et il y a un peu un mélange des termes, etc. Et même les professionnels ne savent pas toujours comment se définir. Mais si tu veux, en fait, dans les grosses structures, tu as vraiment une différence entre les postes. C'est-à-dire que social media manager, tu vas être en charge de la stratégie. Tu vas gérer même les budgets, tu vas gérer les personnes qui gèrent les campagnes, tu vas vraiment avoir une dimension de chef de projet, de pilote. Et community manager, tu vas être plutôt créateur de contenu, tu vas gérer la communauté, la modération, tu vas vraiment être vraiment autour de la communauté. Ce qu'il faut savoir en fait sur les réseaux sociaux, c'est qu'on a l'impression que c'est juste de la création de contenu et de l'interaction avec la communauté, mais il y a un vrai travail en fait de pilotage hein, qui est très important. Mhm. Et après, le content management, ça va être vraiment bah, gérer la partie contenu, pouvoir coordonner, travailler avec aussi d'autres personnes et avoir un œil stratégique. Et ce sur quoi nous, on essaye de former, c'est vraiment sur la partie stratégique, vraiment pilotage. D'accord. Oui, c'est vrai que la frontière entre ces trois métiers, elle est fine. Ouais, elle est fine. Alors après, c'est vrai que pour moi, la partie content, elle est importante. Et aujourd'hui, on a besoin de personnes spécialisées dans le contenu. Social media, mais il faut jamais oublier que les réseaux sociaux sont des espaces d'échange et c'est pas non plus un média, un pur média sans interaction. Donc, il faut vraiment concevoir un contenu qui est toujours en lien et en dialogue avec la communauté. Donc, c'est vraiment moi, j'aime bien parler de social content manager quand on est sur les réseaux sociaux. Yes, ok. Donc en fait, quand tu dis ils gèrent, les CM, ce sont des créatrices de contenu, c'est-à-dire que quelque part, elles rédigent pour toi des posts, c'est ça? Elles rédigent pour le Alors, site? effectivement, il y a une dimension de créateur de contenu, mais moi, j'aime bien aussi expliquer qu'il y a une différence entre gérer une communauté et créer du contenu, même si, évidemment, dans la gestion d'une communauté, on est amené à créer du contenu, mais le métier de créateur de contenu se développe beaucoup. Mais pour moi, c'est pas exactement la même chose que le métier de community manager, où en fait, on va vraiment être dans une dimension de définir l'identité d'une marque sur les réseaux sociaux, définir son discours, organiser la production de contenu, organiser les calendriers éditoriaux, devenir la voix de la marque, écrire évidemment du coup pour la personne ou alors coécrire, mais du coup, il y a un vrai travail en fait de professionnalisation et c'est pas juste créer du contenu, enfin c'est très bien de créer du contenu, mais le métier est plus, on va dire qu'il est un peu décalé par rapport au métier de créateur de contenu qu'on voit beaucoup se développer. Et aujourd'hui, beaucoup de gens ont l'impression qu'ils maîtrisent, enfin qu'ils seraient capables en fait de faire ce métier de community manager, mais en réalité, c'est pas juste créer du contenu, il y a vraiment beaucoup d'autres choses autour de ça. Oui, c'est ça, comme tu l'as dit, l'interaction avec la communauté, gérer une communauté, Ouais, répondre, je suppose que ça veut dire aussi répondre aux messages qu'il va y avoir sur les ouais. posts, les messages en DM, ça va être finalement le CM qui va gérer tous ces aspects-là. Ouais, c'est un gros travail. Et puis définir aussi comment tu réponds. Quelle est la manière dont tu réponds? Quelle est la voix de ta marque? C'est quoi son ton? Est-ce qu'on tutoie? Est-ce qu'on voit?
Est-ce qu'on est dans le fun? Est-ce qu'on est dans la pédagogie? Tout ça, c'est des choses qui se définissent dans ce qu'on appelle une stratégie. Et nous, en fait, on forme beaucoup sur cette partie-là. Moi, au tout début de ma société, j'étais consultante en stratégie. Donc, mon métier, c'était de livrer des stratégies à des marques, à des entreprises. Voilà. D'accord. Donc, par rapport à ce qui se fait ailleurs, justement, parce que j'ai l'impression que tu vois, la CM, Community Mm. Manager, ça regroupe à la fois copywriter, finalement, Ouais, et ouais, aussi les setters qu'on voit de plus en plus émerger. C'est pas les ouais, closers, les setters, c'est ceux qui viennent créer justement des conversations en DM ouais. avec les gens. Donc, finalement, la Community Manager, elle regroupe quelque part ces deux spécialités. En fait, plus l'entreprise est petite, plus tu vas avoir un rôle où il va y avoir beaucoup de choses. Mais moi, je recommande vraiment, plus on se professionnalise et plus l'entreprise grandit, de distinguer et vraiment de se dire, OK, moi, mon contenu, il va être plus sur Instagram, il va être plus vidéo, donc je vais prendre quelqu'un qui aura cette expertise-là. Mais se dire qu'en fait, un community manager, une personne ne peut pas savoir tout faire et qu'il vaut mieux prendre quelqu'un en fait, de polyvalent qui va pouvoir se débrouiller, qui va pouvoir faire appel à d'autres expertises que quelqu'un qui va faire un peu tous les métiers et finalement pas forcément très bien. Et ce qu'on appelle le setting, donc aussi le métier de SDR. Effectivement, on peut le faire au community manager. Tu vois, moi, par exemple, dans l'entreprise, j'ai fait le choix au début de le faire. Moi, je le faisais moi aussi, hein, mais je le faisais faire aussi à ma community manager. Et là, aujourd'hui, je fais un choix un petit peu différent de me dire, OK, j'ai envie de développer la partie contenu. J'estime que c'est pas le setting. Donc, c'est le setting, pour expliquer, c'est en fait quand tu vas discuter avec les gens pour voir un petit peu leur point de douleur et voir si tu peux les aider avec ton offre, etc. et décrocher un rendez-vous. Donc, moi, tu vois, là, j'ai fait le choix de prendre quelqu'un sur une partie plus commerciale qui, par contre, connaît bien la communication digitale et qui va être capable de faire ce travail-là. Superbe. Maintenant, si tu veux bien, Emmanuel, est-ce que tu peux nous partager ta vision? Quelle est ta Bien vision sûr. avec ton activité? Alors en fait, moi, quand j'ai créé Social Media Lab, mon objectif, c'était vraiment d'aider à, si tu veux, structurer, professionnaliser le secteur des réseaux sociaux. C'était en 2019. Donc, moi, ce que je voyais, c'était que les très grandes marques étaient très bien structurées déjà depuis des années, avec des belles organisations, des agences qui les accompagnaient, mais qu'il y avait aussi beaucoup de besoins dans les TPE ou même les PME qui n'étaient pas encore très développées, mais que ces besoins n'étaient pas forcément très bien adressés. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'avaient pas l'expertise en interne et ils ne connaissaient pas le freelance et ils ne savaient pas forcément comment recruter un freelance. Ils n'avaient pas la conscience de comment bien faire les choses, comment avoir une stratégie. Il y avait aussi beaucoup d'entrepreneurs qui se lançaient, qui ne savaient pas comment faire. Donc je me suis dit, OK, moi j'ai envie de contribuer vraiment de manière large au secteur. Et du coup, je vais commencer par le conseil, parce que ça va me permettre vraiment d'assurer aussi ma légitimité, de travailler sur des projets ambitieux. Et ensuite, je vais former en fait des professionnels et les mettre en relation avec des entreprises pour que en fait, ils puissent, si tu veux, construire avec eux des stratégies intelligentes, performantes et créatives. Moi, mon but, c'est vraiment que sur les réseaux sociaux, on ait plus de contenu qualitatif. C'est aujourd'hui un de nos premiers moyens de communication, c'est un moyen de communication global et c'est un peu le bordel, c'est pas toujours très créatif, il y a beaucoup de haine en ligne, etc. Donc mon but avec mon travail, c'est vraiment de contribuer à ce que ces espaces-là soient des espaces de paix, soit des espaces de communication intelligente qui sont propices au développement aussi des entreprises. Top, 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 top. Et j'avais une petite question là qui me vient, c'est pour toi, c'est quoi la différence entre, et même pour les CM, les Social Media Managers, euh, entre la création de contenu, par exemple, sur Facebook, sur Insta et sur LinkedIn? Est-ce qu'il y a une façon de communiquer qui va être différente selon le réseau social ou est-ce qu'on peut dupliquer, par exemple, un contenu qu'on a prévu sur LinkedIn, le dupliquer sur Insta? Alors de toute façon, c'est toujours très important d'avoir une vision globale quand tu établis ta stratégie, de se dire, OK, c'est quoi les réseaux les plus pertinents pour moi? Et selon la taille de l'entreprise, selon le budget, selon la taille de l'équipe, on va se dire, par exemple, bah, je vais aller sur Facebook, aller sur LinkedIn pour ces raisons-là. Et en fait,
En fait, tout dépend beaucoup de la cible. Par exemple, tu vois, j'ai travaillé pour une boîte d'assurance et en fait, sur LinkedIn, c'était très B2B, c'était plutôt des assurances un peu B2B pour des entreprises. Donc, en fait, c'est pas du tout les mêmes produits finalement, ni la même com que ce qu'ils faisaient sur Facebook ou alors là, ils ciblaient plus du grand public sur des produits assurance voiture, vie de tous les jours, etc. Donc, tu vois, on a du coup établi une stratégie qui était différente. Mais c'est la même marque, donc il faut que ce qu'on appelle la brand voice, enfin la voix de la marque soit similaire en fait, même si c'est pas les mêmes publics. Donc il y a tout un travail en fait, vraiment d'alignement et de cohérence. Et ensuite, sur chaque réseau social, selon tes objectifs, soit tu vas dupliquer ou tu vas faire des choses qui sont similaires si tu as la même cible, si c'est le même fonctionnement, soit tu vas avoir des stratégies un peu différentes, sachant qu'il y a des contenus que tu vas pouvoir dupliquer facilement, d'autres un petit peu moins parce que le format n'existe pas et du coup, il va falloir adapter. Il y a toujours un petit peu d'adaptation à faire hein, de toute façon, mais c'est vrai que moi, j'encourage aussi hein, à essayer de recycler ce qu'on fait, en particulier quand ça fonctionne bien et ça permet aussi d'avoir plus de cohérence. Oui, oui. Bah, par exemple, quand tu parles de recyclage de contenu qu'on ne peut pas forcément dupliquer, je pense au format Reels, qui est vraiment adapté à Instagram. On ne va pas forcément le mettre à tout va sur LinkedIn, par exemple. Donc, on va devoir effectivement, comme tu dis, peut-être l'adapter avec un post ou en mode carrousel. Hmm. Oui, tout à fait. Après, il y a des formats, tu vois, par exemple, en particulier, le format qu'on voit beaucoup, podcast, où tu as un micro, quelqu'un qui parle en mode fausse interview. Tu vois, ce format-là, typiquement, tu peux l'avoir sur LinkedIn, aussi bien Oui, que sur Instagram, ça fonctionne très bien, tu vois. Donc après, ça dépend vraiment des formats. Et c'est vrai, quand on crée du contenu, quand on n'a pas beaucoup de budget au départ, il vaut mieux essayer de pouvoir distribuer son contenu un petit peu partout, ce qu'on appelle le recontextualiser dans le jargon sur chaque réseau social. top, top, superbe. Et à quel moment tu as réalisé qu'il était temps pour toi de passer de solopreneur indépendante à chef d'entreprise avec une équipe à qui tu délègues? Est-ce qu'il y a eu des petits signes déclencheurs comme le manque de temps, un plafond de verre au niveau chiffre d'affaires ou ta charge mentale qui était en train d'exploser? Est-ce Hmm. qu'il y a eu des signes? Ouais, en fait, moi, ça a commencé assez tôt parce que c'est vrai que j'ai eu la chance que ça marche tout de suite très bien. Et bon, bah, c'est chouette, hein, mais c'est vrai que du coup, c'est venu avec des challenges du coup assez vite. Parce que tu vois, moi, quand je me suis lancée, je me suis dit, OK, j'aimerais bien, tu vois, je m'étais dit, j'aimerais bien gagner au moins 7 000 € de chiffre d'affaires par mois parce que ça correspondait, tu vois, j'avais calculé par rapport au salaire que j'avais avant, ça correspondait au salaire que j'avais avant, tu vois, à peu près 50% en moins, tu vois, quand tu réinvestis, etc. Mais je me suis dit, je veux gagner ça, mais en fait, je suis arrivée très vite, tu vois, je suis arrivée en même pas 2 mois, tu vois, donc en fait, du coup, je me suis dit, ok, comment je continue à grandir? J'ai eu tout de suite, de toute façon, envie de faire de la formation, ça a toujours été mon objectif, mais après, tu scales pas une entreprise de formation comme ça, hein, c'est pas si simple. Donc, moi, ce que j'ai fait au début et ce que je conseillerais pas à tout le monde, mais j'avais envie de m'éclater, c'était une période où il y avait beaucoup de boulot, c'était pendant le Covid, c'est faire pas mal de projets assez différents. Tu vois, à l'époque, j'avais des offres un peu différentes, etc. Mais ça m'a permis, en fait, si tu veux, de tester pas mal de choses. Je suis allée, pour te dire en termes de chiffre d'affaires, je suis allée jusqu'à 20 000 € par mois comme ça. Alors, en déléguant un peu, mais pas beaucoup. Tu vois, je déléguais à des experts. Tu vois, quand j'avais une mission où il y avait de l'ads, je prenais quelqu'un sur la mission en ads, un peu en mode agence. Tu vois, j'ai commencé vraiment en mode agence avec mes formations, mes accompagnements. Mais c'est vrai que le problème, en fait, que j'avais à l'époque, c'est qu'il y avait pas mal de choses différentes, tu vois. Et en plus, la manière dont je déléguais, c'était pas forcément toujours bien pensé, etc. Donc, moi, mon plafond de verre, il a été à ce moment-là. Et j'avais pas envie de... Enfin, en fait, la question, ça a été, est-ce que, tu vois, je reviens à quelque chose de plus simple, je fais quelque chose de simple, tu vois, un SMIC LinkedIn, et maximum de renta, et très bien, et je fais ça, et je simplifie mon business à fond pour faire le modèle un peu du solopreneur, ou est-ce que je commence à créer une équipe? Et en fait, le basculement s'est fait parce que je voulais, en fait, avoir plus d'impact. Je me suis dit, en fait, c'est vrai que sur le solopreneur, c'est plus facile, mais t'as moins de gens à gérer, t'es plus rentable, etc. Mais d'un autre côté, t'as beaucoup moins d'impact et moi, j'ai vraiment pris conscience que j'étais capable de créer une très belle entreprise, d'aider beaucoup de gens, etc. Donc, du
coup, j'ai commencé à changer ma manière de construire les choses et à imaginer des offres plus scalables. Et c'est comme ça qu'en fait qu'est né le programme d'accompagnement que j'ai aujourd'hui pour les community managers, où je l'ai vraiment pensé pour pouvoir grandir avec l'entreprise et pour pouvoir accompagner, tu vois, des centaines, des milliers de personnes. Top. Et donc là, tu accompagnes les CM, etc. Tu les accompagnes depuis le Covid, depuis 2020, 2021? Alors, en fait, les CM, en fait, moi, c'est un peu l'inverse que tu sais toujours, tu crées une offre pour une certaine cible, etc. Bah, moi, c'est plutôt eux qui sont venus vers moi, en fait, en réalité, quand j'ai commencé à lancer des formations. Parce que c'était des formations assez pointues. Enfin, à l'époque, c'était pointu par rapport à ce qui existait de manière globale. Donc, c'était stratégie réseaux sociaux, mesurer ses performances, tu vas faire des bilans, donc des sujets en général qui t'intéressent que si tu es responsable communication ou tu étais déjà dans la com. Moi, je préférais travailler avec ce public-là parce que on est tout de suite sur des sujets avancés versus créer une page Facebook, développer sa communauté Instagram. Ça m'intéresse moins, tu vois, intellectuellement, surtout après 10 ans dans le secteur. Et, euh, et donc, ils sont venus vers moi et du coup, je me suis dit, OK, OK, je les forme, mais c'est quoi leur vrai pain point en fait, ces gens-là? Et quand j'ai fait des enquêtes, je me suis rendu compte que le point de douleur, c'était de vivre de son activité. D'où le basculement progressif vers un modèle où, en fait, à la fois, on les perfectionne sur leur métier et en même temps, on les aide à développer leur business. Hmm. Euh, D'accord. voilà, donc tu vois, du coup, je me suis entourée aussi, je me suis aussi beaucoup formée sur ces sujets-là pour encore mieux les accompagner. J'ai intégré des coachs dans l'équipe, etc. Donc ça a été tout un travail pour en fait créer une offre euh, 100% adaptée à ce public-là et qui puisse vraiment leur apporter un maximum de résultats, même avec plus de clients. Hmm. Top, top, top. Et comment tu définis ton rôle au sein de ton entreprise aujourd'hui? Mm. Alors, mon rôle, il a beaucoup évolué. Et je dis souvent à mon coach que j'ai l'impression de changer de poste tous les 3 mois. Donc, aujourd'hui, mon rôle, c'est vraiment un rôle de chef d'orchestre, de construire aussi là où on va, de recruter, de s'assurer aussi que chaque personne sait ce qu'elle a à faire et il n'y a aucun problème et que tout se passe bien, que chaque personne a bien compris ce qu'elle avait à faire, de développer l'entreprise et encore aujourd'hui de l'incarner, parce que je l'incarne, mais disons que c'est pas ce que je fais en majorité du temps. Enfin, mon rôle, elle est vraiment au niveau de l'idéation des programmes pédagogiques, de quel projet on impulse et ensuite de vérifier que la mise en œuvre se passe bien. Top, 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 top. Donc, tu en as un peu parlé. Donc, est-ce que tu peux nous dire comment tu as constitué, développé ton équipe? Quels sont Mm. les principaux aussi éléments que tu vas rechercher chez tes collaborateurs? Ouais. Alors en fait, si tu veux, moi, à partir du moment où je me suis dit, OK, je reset tout, je reconstruis mon business model et je repars différemment, du coup, là, je suis repartie toute seule. C'est-à-dire que j'avais commencé à déléguer, et là, je suis repartie toute seule. Et j'ai commencé à me dire, OK, quelle est la bonne manière de déléguer, sur quoi je commence. Donc, j'ai commencé finalement à déléguer à partir de ce moment-là où j'ai bien fait les choses, entre guillemets, à déléguer sur l'opérationnel. Donc, j'ai pris une assistante. Et franchement, si j'avais su, je l'aurais fait avant, dans le sens où vraiment, pour moi, c'est le premier poste. Prendre une assistante, une bonne Le assistante. premier. Ouais. Ouais, et en fait, si tu veux, à partir du moment où j'ai bien fait les choses, c'était très bien de faire ça. Et mon deuxième recrutement, ça a été une community manager. Parce que moi, je sais comment faire en sorte que les réseaux sociaux deviennent une source d'acquisition. Donc finalement, pour moi, c'est plus facile de déléguer quelque chose que je maîtrise. Et c'est pas du coup. Généralement, on fait pas ça. Mais finalement, je trouve que c'est super de déléguer quelque chose que tu maîtrises, que du coup, tu sais exactement ce qu'il faut faire. Tu briefes hyper clairement la personne. Et toi, tu peux te concentrer sur autre chose. Donc Oui. ça va super bien marcher. Oui, j'allais te dire, il vaut mieux déléguer quelque chose que tu maîtrises que quelque chose que tu ne maîtrises pas. C'est Parce ça. qu'après, exemple, je sais pas, si tu sais pas justement rédiger des posts où tu n'aimes pas faire ça, donc tu Ouais. rédiges tes posts et tu te montres pas visible, et que tu Ouais. décides de faire appel à une CM ou un Mm. copywriter, le fait que tu maîtrises pas du tout cet aspect-là, tu peux aussi le risque, c'est de recruter quelqu'un et d'être très vite déçu. Ouais, Le fait de ne pas exactement. maîtriser justement. Ouais. Ça, et tu vois, ça, c'est des problèmes que j'ai eu plus tard, justement, quand j'ai commencé à vouloir recruter sur des fonctions que je maîtrisais moins.
et ça a été compliqué, alors qu'au départ, je me suis vraiment concentrée sur, OK, ça fonctionne, je le délègue pour que ça fonctionne encore mieux et que ça me fasse gagner du temps. Au début, mon idée, c'était vraiment de gagner du temps, avoir plus de résultats. C'était mon premier focus dans la délégation. Et je pense qu'au début, c'est ça, parce que le but, c'est de développer du chiffre d'affaires, développer des ressources et du coup investir sur l'opérationnel sur lequel qui est facile à déléguer, entre guillemets, et et sur le marketing. Ça a été mes premiers investissements en 2000, D'accord, du coup, entre 2022 et début 2023. d'accord. Donc, en termes de délégation, tu as dit en premier, tu as recruté une VA, donc une assistante, ensuite une CM, et Ouais. ensuite, Ensuite, j'ai pris quelqu'un pour m'aider sur les emails parce que je voulais vraiment développer ce canal-là, tu vois, sur tout ce qui était séquence de promotion. Donc, tu vois, c'était vraiment. Et sur les ads aussi, tu vois, toute la partie marketing, parce que moi, c'est une partie que je maîtrise bien. Alors, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire parce que pour le coup, du coup, moi, j'ai créé une équipe marketing très, très rapidement dans mon activité, mais parce que pour moi, c'était vraiment ma zone de génie, tu vois. Donc, c'était ça m'a. comme une assistante marketing, un responsable marketing qui s'occupait à la fois de ta stratégie d'email et des ads. Non, elle est vraiment, Alexandrina, elle écrit les emails, elle est email stratégique si tu veux, mais la responsable marketing, c'est moi et ça reste moi aujourd'hui d'ailleurs. D'accord, ok. Et donc après, tu m'as dit, après ça, tu as recruté des coachs, c'est ça? Pour Ouais, après j'ai recruté des coachs parce qu'après c'est bon, bah, tu développes ton nombre de clients, c'est cool, mais faut s'assurer en amont que le delivery va bien se passer. Donc moi j'ai anticipé hein, par rapport à mes objectifs et je me suis dit ok, là je vais avoir plus d'élèves, etc. Donc je vais recruter des coachs pour les accompagner. J'avais des formateurs hein, que je prenais, mais c'était pas pareil. Ils intervenaient ponctuellement. Là, j'avais vraiment besoin de personnes que je forme à ma méthode, etc. et qui accompagnent les élèves. Donc, j'ai repris deux personnes qui sont toujours les mêmes. D'ailleurs, ça fait plus d'un an qu'on travaille ensemble maintenant, Marine et Camille. Et entre-temps, ça c'est comme ça s'est beaucoup développé. Tu vois, j'ai pas pris de nouvelles mentors parce que ça s'est très bien passé. J'ai pas eu besoin. On arrivait, elles ont plus de volume, tu vois, qu'au début, mais elles m'ont bien suivi. Par contre, il y en a une des deux qui est devenue mentor référente, donc qui est devenue référente un petit peu sur le mentorat là depuis quelques mois. d'accord. Donc, c'est-à-dire que sur des programmes que tu proposes d'accompagnement, tu interviens toi en tant Ouais, qu'expert sur ouais. peut-être une thématique et tu as également des mentors, des coachs qui interviennent sur d'autres expertises. En fait, c'est vrai que moi, mon rôle, il a pas mal évolué cette année, mais mon but, c'était quand même que le programme puisse être délivré avec toute sa qualité sans moi aussi, et que moi, je puisse être là pour, si tu veux, la cerise sur le gâteau et pour la supervision et vraiment l'expertise un peu pédagogique et l'expertise sur la partie social media. Mais disons que mon but, c'était vraiment que ça puisse être autopiloté et que ça puisse se gérer sans moi. Et en fait, ce qui m'a permis en fait d'arriver à ça, c'est de recruter une OBM en début d'année, donc qui n'était pas OBM à la base, qui était une ancienne élève de mon programme, qui s'occupait de la communauté, parce que j'avais pris quelqu'un entre-temps pour s'occuper de la communauté sur Slack, et entre-temps qui s'est formée sur le tas avec moi, sur un peu au métier d'OBM, c'est-à-dire gérer le programme, créer des process, gérer notre Notion d'équipe, etc. Top. Et bien justement, puisque tu parles d'OBM, ça tombe bien, parce que moi aussi je suis OBM. Est-ce Et que tu oui. peux me dire, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien? Parce que beaucoup encore de personnes hésitent ou ne savent pas quel est le rôle d'une OBM par rapport à une assistante qui va Ouais. plutôt être un couteau suisse. Est-ce que tu peux me dire un petit peu, ben, qu'est-ce que ça t'a apporté à toi? Ouais, alors, bon, moi, il faut savoir que j'ai fait plusieurs essais sur ce poste avant d'arriver à la bonne solution, en tout cas celle qui fonctionne pour nous. Au départ, tu vois, je me suis retrouvée quand même avec une croissance importante rapidement l'année dernière, il y a un an pile tout pile, et je me suis dit, bon, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à structurer. Mais je me suis dit, j'ai besoin de quelqu'un qui m'accompagne, qui, tu vois, qui crée des process, mais avec un rôle un petit peu pas stratégique, tu vois. Mais je me trompais un peu sur ce dont j'avais besoin, parce qu'en réalité, j'avais plutôt besoin de quelqu'un aussi qui m'aide vraiment sur l'opérationnel et de moi continuer finalement
quelle était la meilleure organisation pour l'entreprise, quel était le meilleur moyen de scaler, d'apporter le maximum de qualité aux élèves tout en faisant de la croissance. Enfin, tout ça, en fait, c'était moi qui devais garder ce rôle-là, mais bon, à l'époque, je ne le savais pas. Je pense que j'étais un peu perdue, hein. Il faut aussi savoir aussi se dire que quand ça va très vite, c'est pas toujours évident en fait, de prendre les bonnes décisions. Et franchement, sur le coup, j'avais vraiment l'impression de faire au mieux, et je pense que je faisais le mieux possible par rapport à mon niveau de connaissance que Ouais. j'avais. Mais c'est vrai que j'ai fait, j'ai pris quelqu'un, mais ça n'a pas très bien marché. Mais je pense que le moi j'étais pas assez claire sur ce que je voulais, et en plus donc du coup ce que j'ai fait en fait en début d'année, c'est que je me suis dit ok, en fait c'est moi qui sais comment structurer le programme, donc je vais prendre quelqu'un pour faire ça, et en parallèle je me suis fait accompagner sur deux sujets, sur la finance, donc avec quelqu'un qui m'a accompagnée pendant 6 mois pour structurer cette partie-là, et sur l'orga un peu global via un système Notion qu'on a, mais qui est bien plus qu'un outil, hein, qui est vraiment toute une organisation mise à plat, qui nous permet de tout ranger et de tout documenter. Et c'est ça en fait qui a changé beaucoup de choses et qui m'a permis moi de gagner beaucoup de temps et de me libérer un petit peu de certaines choses, c'est de mettre tout mon cerveau là-dedans. D'accord. Donc, c'est ton OBM qui a créé cet espace Notion? Alors non, il a été créé par une agence qui s'appelle Wonder Notion, donc Oui. Elodie Farrugia, qui a créé ça vraiment sur mesure. Et après, mon OBM, elle, son rôle, c'est de s'assurer que le système est toujours en conforme, et de le faire évoluer aussi par rapport à l'évolution de l'entreprise, et de le remplir, et de faire en sorte que tout soit bien utilisé. En fait, il nous sert principalement à gérer les projets, les tâches de l'équipe, et à documenter ce qu'on fait. D'accord. Donc, en résumé, ton OBM, elle s'occupe de la partie, elle a quand même un rôle opérationnel. Ouais, Et est-ce que tu peux nous dire, voilà, quelles sont ses principales missions au sein ouais. de Aujourd'hui, l'entreprise? le rôle de Lison, que j'ai d'ailleurs recruté en CDI, hein, c'est pour te dire à quel point pour moi ce rôle-là, il est important. Je sais que la plupart des infopreneurs ou des personnes comme moi le prennent des freelances. Et pour quelle Mais moi, raison? j'ai vraiment décidé que c'était... Enfin, en fait, c'est vraiment, si elle n'est pas là, pour moi, c'est... Je peux pas partir en vacances, hein, tu vois, c'est... Ouais. Et, donc, son rôle, c'est vraiment de superviser au niveau des programmes de formation, le delivery client, s'assurer que tout se passe bien, que chacun est bien à sa place. S'il y a un problème, pouvoir trouver des solutions rapidement, s'assurer que ce soit fluide, gérer notre assistante et ses missions. Donc, et bon, elle est vraiment sur les opérations, mon OBM. Donc, c'est un choix que j'ai fait. Mais en revanche, avec le temps, moi, j'aimerais bien la faire évoluer et qu'elle travaille aussi sur le marketing, enfin, voilà, toute la structuration. Elle nous aide aussi à structurer un peu la partie commerciale, sur la partie process, système, etc. Mais elle est très, très focus sur notre programme phare qui aujourd'hui est très important pour nous. Donc, c'est important pour moi qu'il y ait une personne qui supervise la logistique, l'organisation, et qui améliore. En fait, on travaille beaucoup en ce moment sur simplifier aussi ce qui est fait. Et elle a un rôle aussi de satisfaction client, c'est-à-dire qu'on a des indicateurs de satisfaction client, et c'est elle qui en est responsable. D'accord. Elle gère notamment les KPI. Ouais, sur la partie satisfaction client. Voilà. Hmm. Top, top, top. Et tu l'as embauché, tu disais, en CDI à temps complet? Ouais, ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais, ouais. Ah oui, c'est un bel engagement aussi. Ouais, c'est... Ouais. Ok, très bien. Tu sais, sur le CDI freelance, moi je pense que quand tu veux vraiment aller loin avec ton entreprise, et que quand tu sais que les personnes t'en as besoin tout le temps, et que tu es contre le salariat déguisé, ça On est devient d'accord. vraiment important, Oui, quoi. Voilà. oui, dès l'instant que c'est effectivement, comme tu dis, quelqu'un qui travaille au cœur de ton business et qui travaille à temps plein pour toi, il vaut Ouais. mieux la CDIser, comme on dit, plutôt que la garder en freelance parce qu'il y a un risque de requalif par l'URSSAF derrière. Bah, il y a ça, et puis tu vois, moi je la forme, je l'accompagne, enfin tu vois, elle grandit aussi avec l'entreprise, et tout ce travail-là que je fais.
C'est aussi bah, pour qu'elle reste avec nous, qu'elle grandisse aussi avec nous. C'est quelqu'un qui a aussi beaucoup de potentiel, hein. Donc, du coup, moi, j'ai envie aussi de tout le travail de formation que je fais auprès des équipes. J'ai envie aussi de pouvoir en profiter longtemps. Bah oui, oui, carrément. Ok, très bien. Au niveau de la gestion de tes projets, comment tu les gères avec ton équipe? Donc déjà, on a compris l'outil, c'est Notion que tu utilises. Ouais. Et comment vous coordonnez pour la Mm. gestion des projets? Alors, on a plusieurs types de projets. On a des projets qui sont liés on va dire, aux opérations, donc aux offres de formation qu'on crée ou alors aux formations qu'on a déjà. Donc ça, c'est des projets, soit ça va être des projets de refonte, soit ça va être des sessions de formation. Donc c'est un peu des projets pour nous parce que dès qu'il y a une nouvelle session de formation, c'est comme un projet et on a une liste de tâches associées en fait. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de tout templétiser. C'est-à-dire que dès qu'on lance un projet, bah, reprendre des listes de tâches qu'on a déjà ou enfin, vraiment dupliquer les projets et pas en faire 50 000 différents pour que ce soit le plus simple possible à gérer. Puis après, effectivement, il y a tout ce qui est lancement, communication, etc. Voilà, où c'est des projets qui sont en fait assez identiques qu'on duplique. Et en fait, selon, enfin, ce qui va changer, ça va être évidemment sur les lancements, par exemple, ça va être le thème, ça va être l'angle, ça va être, voilà, mais au global, on recycle quand même tout ce qui est organisation. S'il y a des choses qui changent au niveau de l'organisation, c'est toujours plus compliqué. Donc, j'essaie de faire pour que ça change pas trop. Et après, moi, je briefe en fait toute l'équipe. Par exemple, sur un projet de lancement, je vais briefer toute l'équipe parce que c'est moi qui suis responsable marketing dans la boîte via un projet Notion que je vais créer avec toutes les tâches de chacun. Et on fait une réunion voilà, de lancement. Et après, je fais des petits looms aussi spécifiques. C'est des choses un peu spécifiques, des petites vidéos. Puis c'est parti, avec des deadlines, avec voilà, s'assurer que. Et puis après, voilà, s'assurer que tout roule bien, quoi. Mais c'est assez simple aujourd'hui de lancer un projet dans l'entreprise. Ouais. Donc à partir, en fait, chef de projet, comme tu viens de le décrire, Ouais. c'est toi qui impulse, qui donne, qui attribue les tâches via Notion, etc. C'est pas ton OBM, c'est toi qui as gardé cette... Sur les lancements, oui. Enfin, il y a peu de temps, c'était mon ancienne community manager, mais là, j'ai une nouvelle community manager qui a pas encore pris le rôle de chef de projet. Mais moi, mon but, c'est vraiment que ma community manager, elle puisse aussi gérer les projets marketing parce que nous, nos lancements sont beaucoup sur les réseaux sociaux, tu vois, donc c'est ce qui fait le plus sens, même s'il y a des emails, des choses comme ça. Puis après, un peu plus tard, prendre une responsable marketing, mais pas tout de suite. D'accord. Et tu fonctionnes beaucoup par lancement? T'en fais Ouais. souvent? Ouais. On fait des lancements très très souvent de manière assez récurrente. C'est pour ça que c'est structuré comme ça aussi. Donc là, cet été, on n'en a pas fait, mais sinon, on en fait sinon tous les 1 mois et demi à peu près. Donc soit des webinaires, soit des challenges, mais c'est toujours un peu les mêmes choses. Enfin, c'est les mêmes choses dans la structure. Après, les thèmes changent, etc. Mais le contenu aussi, mais la structure est toujours plus ou moins la même. Sauf cet été où on a automatisé un peu certaines choses. Tu vois, j'ai fait un webinaire automatique, donc il n'y avait pas de lancement en tant que tel. Mais sinon, oui, on fait des lancements. D'accord. Ok. Et là, tu lances un bootcamp à la rentrée, j'ai vu? Ouais, tout à fait. Ouais, là, c'est dans quelques jours. On en a deux. Donc on fait 2 fois la même session pour que voilà, tout le monde puisse venir. Et le but, c'est vraiment de donner un plan d'action très concret aux community managers qui vont suivre le bootcamp. Et en fait, là où on essaye vraiment de travailler, c'est sur l'amélioration continue. Donc par rapport à moi, ça fait 2 ans que je fais des webinaires, donc j'ai quand même un peu maintenant d'expérience et de data sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et là où on va vraiment essayer de bien améliorer les choses cette fois-ci, c'est sur le concret, l'apport de concret. Donner aussi, même si c'est un contenu gratuit, du concret, que les gens puissent comprendre en fait concrètement comment faire. Tu vois, on dit toujours en marketing qu'il ne faut pas expliquer comment faire, que c'est dans ton offre, etc. Mais moi, je pense quand même qu'aujourd'hui, c'est important de donner aussi quelques petits éléments pour que les gens puissent quand même comprendre et se projeter en fait dans une solution que tu peux proposer. Hmm. Oui, généralement, enfin, ouais, c'est vrai que dans les webinaires, on parle du quoi, on parle du pourquoi, mais on parle pas du comment. Le comment, Ouais, c'est... ouais.
Bah Mais écoute, ouais, nous on fait beaucoup de comment. Et au final, ça fonctionne, tu vois, parce que ça montre aussi ton expertise, ta crédibilité. Et de toute façon, les gens savent très bien que même quand on fait un challenge, il y a beaucoup de contenu, c'est pas personnalisé par rapport à leurs enjeux. Il y a plein de choses qui vont pas régler. Et surtout, ça va être quelques heures versus, tu vois, 4 mois d'accompagnement où on est vraiment dans leur business. Enfin, ça n'a rien à voir, tu vois. Et je pense qu'ils s'en rendent très, très bien compte, tu vois. ah ouais, complètement. Et j'en reviens par rapport à ce que tu disais par rapport au process. Comment vous les gérez les process et les systèmes? Tu les gères à Ouais. partir de Notion pour que toute l'équipe puisse y avoir accès? Ouais, tout à fait. On a une base de données Notion avec l'ensemble des process qui sont classés par thème. Et en fait, après, sur chaque projet, on peut aussi mettre des liens, etc. pour les projets. On a beaucoup documenté sur la partie livraison de l'offre, etc. En plus, moi, j'ai un organisme de formation reconnu par l'État, donc CPF, etc. Donc, il y a pas mal de choses, du coup, liées à ça dans les process. Et on a enfin, sur la partie marketing, c'est plutôt pas mal, même si ça pourrait être encore plus complété. Après, c'est un work in progress sur les process. Et là, sur la partie commerciale, on est en train de tout structurer. Euh, Tu les as organisés par pôle? Parce que tu dis Ouais, c'est ça, commercial. marketing commercial, Ouais. opération, ouais, c'est organisé comme ça. Après, enfin, moi, tu vois, sur les systèmes, les process, ben, je me suis fait accompagner justement par Elodie et qui m'a créé tout ce système, mais c'est pas mon expertise. Donc, je fais vraiment au mieux, tu vois, j'essaie vraiment à chaque fois de faire le mieux possible par rapport à l'existant et faire en sorte que ce soit plus simple à gérer. Et le rôle de Lison, c'est vraiment aussi d'essayer d'optimiser tout ça et de simplifier et de faire en sorte que... Parce qu'en fait, quand on a mis à plat les choses une première fois, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de trucs absurdes, en fait, ou qui étaient chronophages. Et là, en ce moment, on est encore dans la phase où on essaie de simplifier. Ouais. Et c'est Lison ou c'est la personne qui est en charge de la tâche du process qui met à jour le process? Comment vous organisez pour ça? Sur le process et ses mises à jour, aujourd'hui, moi je souhaite que ce soit vraiment les personnes qui soient dans les pôles qui puissent mettre à jour les process. Donc, et au départ, bon, le travail, la première étape, ça a été de mettre sur ce système-là tous ceux que moi j'avais déjà fait, ensuite d'en créer de nouveaux, tous ceux qui n'existaient pas, etc. C'était un gros travail. Et après, aujourd'hui, ouais, le but, c'est que chaque personne soit le plus autonome possible, même si je pense que c'est encore quelque chose qu'on doit améliorer. Yes. Est-ce que tu as des rituels avec ton équipe? Est-ce que vous voyez, vous faites une réunion hebdomadaire, trimestrielle? Comment tu t'organises? Ouais. On a une réunion hebdomadaire le mardi matin avec les personnes qui travaillent le plus pour l'entreprise, donc tu vois, les personnes un peu référentes et qui ont le plus de missions, on va dire. On a des réunions projets. Après, moi, je fais des one-to-one réguliers. Alors, avec les personnes qui travaillent beaucoup, donc plusieurs jours par semaine pour l'entreprise ou un jour par semaine, je fais des réunions hebdo. Pour les prestataires qui ont un peu moins de missions, ça va être plus mensuel. Et après, il y a des réunions aussi qui ont lieu sans moi, c'est-à-dire que sur la partie mentorat du programme, etc., moi, j'ai une réunion par mois, mais sinon, toutes les semaines, il y a une réunion à laquelle je ne suis pas. Et moi, je lis les comptes rendus, je règle les problèmes s'il y a à régler des problèmes. Et après, sur la partie réunion, on aime bien aussi, enfin, tous les trimestres, je fais une espèce de petit goûter où je fais un petit bilan du trimestre et je leur présente un peu les projets. Et on s'est aussi déjà vu en présentiel plusieurs fois. On a fait des petits trucs, voilà, on a été au spa ensemble. L'année prochaine, j'aimerais bien faire un team building. Voilà. Ah, superbe, superbe. Très bien. Puis Et après, on a un Slack aussi où on échange un peu au quotidien. On se donne un peu des nouvelles. Et s'il y a un truc qui n'est pas clair, on peut échanger là-dessus sans avoir à s'appeler. d'accord, justement, j'allais en venir justement aux outils justement que tu utilises pour ton entreprise en termes de communication. Donc, il y a Slack, Ouais. pas de WhatsApp, hein, c'est uniquement Slack, l'échange de Non, communication. non. Ouais, moi, je déteste utiliser WhatsApp pour le pro. Oui. Euh,
Donc, on a Slack, et puis après, Slack, tu peux le mettre sur ton téléphone. Donc, du coup, et puis ça permet vraiment de séparer, voilà, le pro, le perso. Je trouve ça mieux. Ouais. Et après, en termes d'outils, de logiciels que tu affectionnes particulièrement, est-ce qu'il y en a que tu veux nous partager? Pour la Ouais. gestion de l'équipe et tout ça, Ouais. euh, je suis en train de réfléchir. Ou Ben, pour j'aime bien, la alors moi, gestion globale de ton entreprise? ouais, sur la gestion globale de mon entreprise, est-ce qu'il y a des outils que j'aime bien? Bah, j'ai un outil de facturation et de on va être suivi financier qui est pas mal. Alors aujourd'hui, on arrive un petit peu aux limites et peut-être que je vais passer à un autre, voilà, mais globalement, il m'a bien accompagné jusqu'ici et je trouve que c'est bien quand on est solopreneur, quand on commence à déléguer, etc. Parce on peut mettre des administrateurs, c'est Time, donc c'est un outil Oui, je connais bien. qui est Hmm. plutôt pas mal me permet de gagner beaucoup de temps depuis le début. Ouais, après, je crois que c'est tout, hein. Je t'ai parlé de Notion que nous, on utilise beaucoup. Après, on a Make qu'on utilise pour les automatisations Qui et est-ce qui qui nous... s'occupe des automatisations dans ton entreprise? Ouais, alors du coup, maintenant, c'est Lison. Mais j'ai fait faire plusieurs missions de... Enfin, au tout début, c'était moi. Et après, il y a eu une intervention de quelqu'un qui est spécialisé là-dedans, qui nous a mis en place pas mal de choses, pas mal de templates, d'automatisation pour un peu les process réguliers qu'on a. Et maintenant, c'est Lison. Voilà. D'accord, ok. Elle s'est formée aux automatisations. Ouais, se forme, ouais. Après, voilà, c'est du no-code, donc il y a des choses voilà, qu'on arrive à faire. Après, c'est pas évident parce qu'il faut que les choses arrivent à bien s'imbriquer. Je me suis demandé plusieurs fois si on avait besoin de quelqu'un d'un peu plus technique dans l'équipe, etc. Mais bon, finalement, pour l'instant, on s'en sort. D'accord, ok. Et c'est quoi comme logiciel que tu utilises pour tes tunnels de vente, pour les pages de capture? Alors pour l'instant, moi, je me prends pas la tête. J'utilise, en fait, j'ai pris la version Kajabi la plus premium, quoi, et j'utilise en fait, j'utilise des pages de Kajabi qu'on crée dessus, etc. J'ai fait ça au début parce que c'était plus simple quand j'étais toute seule. Et au final, aujourd'hui, enfin, voilà, j'ai pas changé. Donc, je pense qu'on va changer à un moment donné quand on va refaire le site. On va probablement changer de système et tout. Mais pour l'instant, comme ça fonctionne. Si tu veux, moi, je vends des produits premium. Donc, les tunnels de vente, c'est important. Mais en fait, c'est très simple. Tu vois, c'est pas non plus. De toute façon, on fait des appels, etc. On n'a pas besoin d'une machinerie, voilà, Oui, tu fais, ultra complexe. Mm. ouais. Et tu fais systématiquement des appels de vente pour les... Ouais, quasiment 99% du temps, sauf si c'est des gens qu'on a déjà eu au téléphone ou Oui. alors des gens qui ont déjà été clients du programme et qui veulent revenir. Mais de temps en temps, il y en a qui veulent acheter sans faire d'appel, mais c'est assez rare parce qu'en fait, si tu veux, c'est un programme qui est individualisé, de toute façon, on a besoin de faire le point sur les objectifs de la personne, vérifier aussi. Que son projet correspond, vérifier son niveau aussi, parce que on a créé un programme débutant qui s'appelle Social Media Starter pour apprendre le community management qui va sortir en octobre. Mais jusqu'à présent, on avait un programme qui s'adressait à des personnes qui étaient déjà formées aux bases du community management. Donc ça, il fallait qu'on puisse s'en assurer. Ouais, donc nous, on fait des appels systématiques. Ouais. D'accord, ok. Et c'est toi c'est toi qui monte les tunnels de vente ou c'est quelqu'un de ton équipe? Non, c'est quelqu'un de mon équipe, hein. D'accord, ok. C'est ton OBM ou quelqu'un d'autre qui le fait? Non, c'est Alexandrina qui s'occupe des emails. Elle fait aussi les pages de Ah, capture. d'accord. En fait, comme c'est du copywriting, c'est très simple. Enfin, si tu veux, c'est moi qui l'ai monté au début. J'ai créé des process et maintenant c'est elle qui s'en occupe. Elle le fait en plus plus rapidement que moi. Donc. D'accord, ok. Et par rapport à Time, c'est possible parce que je sais que Time, il n'y avait pas cette possibilité-là de quand la personne achète chez toi, boum, il y a la facture qui se génère automatiquement ou ça va être des factures manuelles. Non, on peut pas. Enfin, en tout cas, pour l'instant, je n'ai pas la possibilité. En plus, nous, sur les paiements, on travaille avec GoCardless. Donc, non, non, c'est pas automatique. On les fait. Bon, après, ça permet de s'assurer que tout est OK. Enfin, voilà. Sur ça, on a une assistante qui fait les factures. D'accord, super.
Après, si Est-ce- tu veux, moi, je vends pas de petits produits, tu vois, donc Oui, c'est pas non plus du gros facture, volume. Ouais. c'est 2 500 euros, tu vois, donc c'est... voilà. Oui, donc c'est gérable encore la facturation manuelle. Ouais, ouais, ouais. Mm. Ouais. Ok, ok, ok. Et est-ce que tu peux nous partager une semaine type? Mm. Bon, ça va être cliché, mais c'est vrai que ça varie beaucoup en fonction des périodes. Mais là, pour le coup, bah, en général, le lundi, je travaille pas mal sur les projets. Parce que mon rôle, enfin, le lundi, j'essaie d'impulser les choses, de faire vérifier que aussi toute mon équipe a ce qu'il faut. Et historiquement, c'est aussi le jour, l'après-midi plutôt, où je m'occupe du programme Social Media Expert. J'ai aussi un live d'ailleurs, là, dans 10 minutes, j'ai un live avec eux ce jour-là. Donc c'est un peu un mix des deux. Mais bon, c'est beaucoup lié au programme du coup Social Media Expert sur les projets. Ensuite, le mardi, c'est plus un focus un peu équipe où j'ai les points one-to-one, les points avec l'équipe, etc. Donc, c'est très lié à ça, les trucs un peu RH, entre guillemets, ou les choses un petit peu comme ça, ou les contrats. Enfin, c'est mon jour un peu structuration, on va dire. Mhm. Euh, le mercredi, en général, c'est un jour que j'essaie d'avoir un peu plus libre pour faire des choses plus créatives ou qui me demandent plus de vision ou plus de recul, plus de deep work, etc. Donc, j'essaie de protéger un peu ce jour-là et de faire en sorte qu'il soit un peu vide, que je puisse faire un peu plus ce que je veux. Le jeudi, généralement, c'est une journée très chargée parce que parce qu'on a pas mal de... quand je fais des appels, en général, je fais encore quelques appels de vente, hein, je suis en train de dégager cette partie-là, mais j'en fais encore beaucoup. Et en général, je les fais le jeudi. Et j'ai aussi toute la partie... je travaille aussi beaucoup sur le système commercial en ce moment, donc avec un consultant. Mais bon, voilà, du coup, le jeudi, en général, je fais ça. Travailler la partie commerciale. Et le vendredi, c'est ma journée où j'ai mon mastermind. Donc, je suis dans un mastermind qui est le mastermind 67 de Romain Collignon. Donc, on a notre matinée. L'après-midi, je cale les trucs que j'ai calés dans la semaine. Et ouais, le vendredi, en gros, en général, je rattrape les trucs que j'ai pas eu le temps de faire pendant la semaine, pour faire un résumé. Oui, voilà, le vendredi, c'est souvent ça. Ouais, c'est ça. Mais Souvent. donc, du coup, c'est quand même assez organisé, même si ça peut varier. Mais j'essaie de respecter cette structure-là qui me permet d'être présente un peu sur tous les pôles et de m'assurer que tout roule, même si, bon, dans les faits, surtout avec l'équipe, tu réponds un peu à tous les sujets tous les jours. Mais bon, en termes de focus, ça me permet de pas tout faire en même temps, quoi. Hmm. Ok, super. Et ben, écoute, je vais te laisser le mot de la fin, Emmanuel. Ouais. Quel conseil tu donnerais aux femmes entrepreneurs qui aspirent à faire évoluer leur entreprise? Mm. Bah, je sais que ça fait très peur. Déjà, il y a plusieurs étapes qui peuvent faire peur. Donc, commencer à déléguer, déjà, ça peut être un gros truc. Moi, j'ai pas eu peur de ça parce que j'avais l'habitude de manager quand j'étais salariée. Mais c'est vrai que bah, c'est pas forcément évident. C'est du budget, etc. On a beaucoup peur de ça. Mais ce que je peux dire, c'est que investir dans ces équipes, c'est ça aussi qui permet de grandir parce que, bon, évidemment, ça fait des charges. Évidemment, après, il faut assumer derrière, etc. Mais moi, on me demande souvent bah, comment tu as été si vite, etc. Bah, moi, j'ai essayé de... J'ai pas eu beaucoup de blocage sur la délégation et quand j'en ai eu, j'ai essayé de travailler dessus, de comprendre pourquoi ça marchait pas. Et pour moi, ça a été clé, quoi. Donc, du coup, moi, je vous encourage vraiment, même si je sais que c'est la mode du soloprenariat, moi, j'ai une vision un peu différente là-dessus. Je pense quand même que le modèle de l'entreprise classique, il a quand même des vertus et qu'il y a des choses à garder et notamment toute la partie bien déléguée et s'assurer qu'on est dans sa zone de génie et qu'on est toujours dans une place où on peut développer son entreprise. Top, top. Ben, écoute, merci beaucoup, Emmanuel. Merci à toi. Pour les gens qui souhaitent te suivre, c'est quoi le meilleur moyen? Et ben, vous pouvez me suivre sur LinkedIn, Emmanuel Patry. Et après, si vous voulez regarder un petit peu ce qu'on fait, l'entreprise, on est sur Instagram, le Social Media Lab. Donc, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou en nous disant que vous venez du podcast, ça fait toujours plaisir. Superbe. Ben, écoute, merci beaucoup, Emmanuel. Merci pour cet échange et je te dis à très vite. À bientôt.